Allez, welcome. Bienvenue pour ce podcast. Nous sommes très heureux de recommencer les podcasts. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis en place ce service-là, mais ça me tenait à cœur. Et maintenant, on va le relancer. Et aujourd'hui, on va le faire avec Mathieu. Salut. Tiens, j'aimerais bien que tu te présentes, Mathieu, parce que tout le monde te connaît de vue. Et personne ne sait vraiment qui tu es, ce que tu fais et ton rôle dans le centre. Tu veux que je démarre par quoi? Par le début. Par le début, Ouais. alors je suis né en 1994 de deux parents. Non, on va peut-être pas remonter aussi loin. Mais non, voilà, j'ai fait une formation avec toi au mois de juin. Je vais même remonter avant ça. Ah ouais, tu veux avant ça? Ouais, je vais avant ça. Ok, d'accord. Du coup, le temps que tu prennes ta boisson. C'est ça. Du coup, voilà, j'ai une formation à la base d'enseignant. J'ai fait un master MEF, comme on appelle, métier de la formation et de l'enseignement. J'ai enseigné pendant 2 ans la biophysio-anapathologie humaine. Ouais, c'est un gros titre pour dire que je faisais de la bio humaine. Donc, j'ai appris à des lycéens à connaître un petit peu le corps humain, de se préparer au métier de infirmiers, infirmières, enfin voilà, toutes les personnes qui vont tourner autour des métiers de la santé. Pas forcément les médecins, puisque c'est d'autres parcours, mais voilà, tout ce qui va être paramédical rentre là-dedans. Ensuite, j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est que du coup j'ai déménagé et en fait j'avais un centre Amazon à côté de chez moi et du coup j'ai travaillé pendant 3 ans à Amazon. Ce qui n'a rien à voir avec ma formation de base, Effectivement. mais bon, fallait bien payer les factures un tout petit peu et en fait c'était vachement sympa. Enfin en tout cas moi c'était une bonne expérience. J'ai fait plein de corps de métier là-dedans, du préparateur de commandes à l'informaticien, donc voilà tout le spectre de ce qu'on peut croiser là-bas. Et puis j'ai redéménagé donc il y a un peu plus d'1 an et j'ai eu la chance d'adopter un chien, un croisé Saint-Bernard Canet Corso qui s'appelle Luna et qui malheureusement en fait avait plein de petits problèmes, notamment un gros problème de réactivité congénère. Voilà, du coup elle m'a un petit peu mis le pied dans l'éducation canine parce que je voulais vraiment l'aider et puis l'éduquer au mieux parce que c'est mon premier chien en fait, hein. Du coup, j'ai beaucoup regardé de choses sur internet, à droite, à gauche. Et j'ai beaucoup avancé sur pas mal de problématiques. Au niveau de l'obéissance et tout ça, c'était assez cool. Mais j'arrivais vraiment pas à résoudre son problème de réactivité congénère. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me rapproche d'un professionnel. Et j'en ai rencontré quelques-uns avant de venir au centre Gaëtan Dupré. Et malheureusement, à chaque fois, c'était pas concluant, quoi. Soit il y avait aucun progrès après plusieurs séances, soit on était dans la pure théorie où on me donne une feuille de papier, on me dit fais ça. Bah ouais, c'est cool, mais et au bout d'un moment la pratique elle est indispensable, en tout cas à mes yeux, et j'arrivais pas à avancer là-dessus. Du coup on s'est rencontrés, je crois, mai-juin 2024. Et directement dans la pratique. Directement en pratique. Tu m'as mis dans le bain, dans le jus direct. Et puis on avait une vision un petit peu similaire des choses. Donc du coup j'ai dit vas-y, on va faire une petite formation quand même pour s'améliorer. Au final j'ai fait la formation en entier. T'as survécu à ma présence. Toi aussi. Moi j'ai survécu à la team. Et puis on s'est dit qu'on allait travailler un petit peu ensemble. Alors on fait un peu d'éducation canine bien sûr, parce que c'est le corps de notre métier. Et au fur et à mesure du temps, j'ai un petit peu changé de plan, on va dire. Et puis on s'est dit que il y avait plein de gens qui avaient besoin d'astuces et tout. Et du coup maintenant je fais beaucoup de montage derrière l'écran. Je filme derrière l'écran les séances que tu fais et qu'on fait de manière générale, parce que t'es pas tout seul dans le centre. Et puis du coup voilà, je fais le montage, j'essaie de rendre ça vivant pour tout le monde et pour vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui. Et voilà, c'est grâce à Mathieu qu'on est là et qu'on avance sur les réseaux, donc merci à lui. Et comme moi, du coup, c'est ton chien qui t'a mené vers l'éducation canine. Comme moi, Django, les premières fois, c'est pareil. Il m'a mené en fait sur l'éducation. Il m'a fait être qui je suis aujourd'hui. Donc, comme quoi, un chien, ça peut changer une vie. Ça change des vies, ça change beaucoup. Ça change des vies. Ouais, excellent. Et du coup, tu dis, tu as fait un petit peu éducateur canin. Et là, maintenant, tu as décidé d'arrêter ce métier-là et de passer sur autre chose. Parce que le métier te convenait pas forcément, en fait, à la base, je pense.
ton cœur n'était pas forcément là-dessus. On va tu vas pas en On parler si tu vas en parler. on peut en vois. parler. Mais On peut c'est en pas parler, grave, bien c'est sûr. pas grave. Et du coup, en fait, moi, je trouve ça important de signaler que tout le monde ne peut pas faire éducateur canin. Mm, mm. Et toi, tu trouves que c'est quoi la plus grosse difficulté en fait du métier au quotidien? Le plus dur, en fait, au final, dans le métier d'éducateur canin, c'est pas le chien. Bizarrement, le chien, il est ce qu'il est, il a ses problèmes et ses qualités aussi, hein. Il y a beaucoup de chiens qui ont beaucoup de qualités Mhm. et des problèmes plus ou moins graves à côté. Mais le plus compliqué, c'est l'humain. Parce qu'au final, il faut arriver à faire comprendre à l'humain quels sont les besoins de son chien et comment agir convenablement dessus. Et en fait, il y a certains humains qui ont du mal à changer, en fait, se changer. Ils comprennent que le chien a un problème, mais ils comprennent pas forcément que ce problème, il est peut-être dû à eux aussi un petit peu en partie, voire même souvent hein, à cause d'eux, parce qu'ils ont des petites réactions qui entraînent une réactivité, parce qu'ils ont peur aussi de situations où ils ont vécu un traumatisme avec leur chien et eux, ils ont du mal à en faire abstraction Ou qui comprennent pas tout ou qu'ils ne simplement. comprennent pas, oui, bien sûr. Et c'est dur en fait de changer de comportement. Tout le monde le sait que c'est dur de changer de comportement. Ça demande de l'énergie, ça demande de la discipline, ça demande de la motivation. Et du coup, en fait, forcément, c'est quelque chose de complexe. Et malheureusement, on travaille plus autour de l'humain parce que souvent, avec nous, ça fonctionne. Mais quand on redonne la laisse, ça fonctionne pas. C'est parce que en fait, l'humain en face joue un rôle essentiel. Et c'est malheureusement pas parce que nous, on intervient que tout va changer et que ça va être magique dès la première heure. Donc après, c'est à l'humain d'engager du temps, l'énergie, et à nous aussi nous adapter et aller chercher les bons mots, la bonne attitude pour créer du changement sur l'humain et sur le chien et que le duo puisse évoluer beaucoup plus sereinement. Mais je comprends cette idée-là. Mais pourtant, tu as été au cœur de la pédagogie en fait dans tes anciens métiers. Donc, tu as trouvé ça plus difficile d'éduquer des gens, entre guillemets, des propriétaires de chiens, que d'éduquer des ados. C'est pas forcément plus dur, mais c'est pas du tout la même chose. Puisqu'en fait, hein, quand tu es dans ta salle de classe et tout ça, tu transmets on va dire plutôt un savoir, quelque chose d'immatériel, quoi. Et c'est pas un comportement que tu transmets. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de comportement à travailler avec tes élèves, mais t'es pas leurs parents et t'es pas forcément là C'est ça. pour ça. Bien sûr, tu veux que ta salle de classe elle soit calme, hein, parce que sinon, si c'est le bordel, ils peuvent pas apprendre. Mais je trouve que vraiment, c'est ce petit point-là, c'est de changer le comportement de la personne qui est en face de soi, qui est vraiment très décisive. Et c'est là où moi, c'était très compliqué pour moi parce que je suis peut-être un petit peu trop gentil et trop ouvert d'esprit. Et du coup, j'ai tendance à essayer de trop m'adapter, à trop dériver un petit peu dans ma Oui, manière d'être. t'as pas envie de Et changer les gens, en voilà, fait, tels c'est ça. qu'ils sont, tu les respectes tels qu'ils sont, Mm, mm. et je comprends totalement. Mais pour avoir du vrai changement et pour avoir quelque chose d'impactant, tu dois des fois forcément les changer un petit peu, et C'est ça. ça c'est complexe Mm, et dur. Et après, est-ce qu'on arrive à créer, à tout en changer les gens, etc. Pas forcément. C'est non. aussi, on crée des petits changements sur le chien, sur nous, sur l'environnement, sur le propriétaire, pour trouver en fait un équilibre dans tout ça. C'est pas que l'humain en face qui doit changer, c'est l'ensemble c'est l'ensemble qui doit changer, quoi. Donc faut trouver des petites anecdotes des petites situations pour marquer un peu les esprits, quoi. Mais après mais je comprends tout à fait l'idée et je pense que plein d'éducateurs des fois ont le palpitant, ont le cœur qui bat parce que est-ce qu'on a pris la bonne décision, est-ce que vraiment ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire, c'était la bonne chose à faire. Et on aura toujours ça, et heureusement je pense qu'on a ça parce que sinon il n'y aura pas de remise en question et il n'y aurait pas d'ouverture d'esprit, d'adaptation à la situation en face, parce qu'on fermerait, on dirait bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors pour moi, même quelqu'un qui se loupe, c'est ma responsabilité à moi parce que j'ai pas été assez bon en fait dans mon métier à ce moment-là. Donc, mais c'est dur de trouver l'équilibre, c'est dur d'avancer, et voilà. Tiens, bah, du coup, les 5, si tu devais donner 5 choses les 5 erreurs principales des humains vis-à-vis de leur chien, dans ton expérience d'éducateur ou dans maintenant ta vision du monde canin par rapport à ton expérience. Je vais déjà prendre peut-être des choses que moi j'ai réussi. Enfin, j'ai vu mon erreur tout de suite et j'ai changé tout de suite. La première chose, je pense, pour moi, qui a été la plus importante, c'est la cohérence. C'est de toujours bien garder soit le même geste, soit le même mot dans toutes les situations.
et de toujours être réglo par rapport à ces situations. Je m'explique. Au début, je voulais par exemple que mon chien monte pas dans le canapé. C'était une règle qui me tenait à cœur parce que voilà, j'ai eu des chiens dans mon enfance et tout ça, et mes parents ont toujours voulu qu'ils montent pas dans les canapés, donc du coup, forcément, j'ai eu un petit mimétisme par rapport à ça. Et tout de suite, je me suis fliqué en fait en me disant bah, dès que je vois qu'elle monte sur le canapé, elle doit pas y être, donc elle va redescendre et tout ça. Et peu importe ce que je faisais, dès que je voyais qu'elle grimpait, parce que ça m'arrivait en fait d'être devant la télé ou d'être sur mon ordi, donc pas forcément être à côté de mon canapé, je vois qu'elle commence à monter, tout de suite, non, tu descends, tu restes pas là. Ou de la sanctionner, de la mettre par exemple dans la cuisine ou autre chose, pour lui dire non, non, T'es tu dur, montes pas. t'es dur. Ouais. Je sais que je suis dur, ouais. Et je voulais vraiment, voilà, je voulais vraiment ça. Et du coup, en fait, ça force aussi de la discipline. C'est que de toujours demander bien la même chose sur le même mot ou sur le même geste. Donc dès qu'on demande un code, par exemple, je sais pas, moi je demande un récit, voilà, et de toujours respecter ça. Et de faire attention aux mots qu'on emploie parce que bah, des fois, donc moi j'ai un code positif pour dire que c'est bien qu'elle a réussi, donc c'est le mot c'est bien. Et des fois, bah, je parle avec ma femme, j'ai demandé un pas bouger ou autre chose, et puis je dis c'est bien à ma femme, et mon chien se met à bouger. Ah, c'est de ma faute, c'est pas grave. Mais Voilà. voilà, j'ai donné le mot, j'ai donné le code, et du coup, bah, je reste discipliné. Je me dis que bah, c'est tout, j'aurais pas dû le dire, mais mon chien a bien respecté ce que Donc j'ai là, dit. tu fais un lien entre la cohérence et la compréhension, Ouais. et la communication. Mm. Pour toi, la cohérence mène à plus de compréhension chez le chien, Chien, ouais. et du coup permet d'éviter des conflits, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui pensent que le chien désobéit, alors qu'en fin de compte, c'est eux qui sont incohérents ou en fait tout simplement qui sont pas compréhensibles pour le chien, quoi, d'accord. Et ça arrive tout le temps. Par exemple, le gros problème de cohérence qu'on peut avoir, c'est par exemple sur la marche en laisse, où les gens vont faire le travail de la marche en laisse dans une certaine situation avec un certain équipement, et puis le lendemain, dans la même situation avec le même équipement, ils vont pas forcément refaire le même travail parce qu'ils sont en groupe, parce qu'en fait il y a un autre chien, parce qu'en fait ils n'ont pas envie ce jour-là, et du coup ils vont casser tout le travail qu'ils ont fait la veille, et pour eux le chien devient têtu, etc. Alors que juste ils s'habituent à eux, ils s'habituent à leur incohérence sur le moment. Donc il y a plein de moyens d'être cohérent, c'est d'être discipliné et motivé déjà, et de comprendre déjà l'ensemble, et après c'est surtout de tricher dans certaines situations, et d'être capable de ne pas lancer de code si j'ai pas envie, pas l'énergie, de changer d'équipement, de gérer l'environnement, pour essayer de garder cette cohérence-là et de ne pas partir dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est le vilain défaut. Je pense que la communication et le défaut de communication entre l'humain et le chien, c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout le temps, qu'on voit souvent. Et beaucoup d'humains sont en verbal, sont persuadés que dire « allez au panier », en verbal, ça va fonctionner, assis sur le fauteuil, de dire panier et que le chien va aller au panier sans. En plus, ils montent la tonalité de voix parce qu'ils sont persuadés que de monter la tonalité de voix, ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'obéissance. Alors que, à la base, c'est un problème de compréhension du chien. Et je le fais tout le temps, juste tu te lèves, tu vas lui montrer le panier, le chien il y va à 90%. Donc, ça crée plein de conflits, plein de tensions, plein de pression au quotidien, alors qu'à la base, c'est un problème de compréhension. Donc je pense qu'effectivement c'est ça. Après deuxième, tu te dirais quoi? En deuxième, qu'est-ce que je mettrais Attends, on a des communication, discipline. Communication et cohérence, on va les mettre ensemble. Cohérence, ouais, on va les mettre ensemble. Pour moi, c'est l'un des. J'ai oublié le mot. C'est pas grave, on laissera le fait que je cherche. C'était le fait qu'on n'augmente pas forcément la difficulté de nos exercices. Alors ça, c'est un truc que je faisais pas forcément beaucoup avant qu'on se rencontre. C'est-à-dire que je m'étais créé un standard de code que je demandais à mon chien. Je sais pas, moi je vais prendre par exemple le laisse. Je le faisais dans la maison un coup de temps en temps, où je foutais un truc par terre et puis je lui disais laisse, mais je mettais des choses genre pas très intéressantes, quoi. Je mettais une feuille de papier, je mettais un truc pas trop dur. Et au bout d'un moment, bah, forcément, mon chien a appris à pas aller sniffer dessus. Et en fait, j'en suis resté à ça. Alors que aujourd'hui, bah, j'élève tout doucement la difficulté. Maintenant, je commence à mettre des. Au début, j'ai mis des friandises. Enfin, j'ai mis des friandises. Une petite friandise, tu vois, au départ. Après, j'ai fait des lignes. Maintenant, je commence à mettre des choses beaucoup plus appétantes par terre. La dernière fois, j'avais des restes de viande. Je les ai mis dans une assiette histoire que ça touche pas le sol. Je les ai mis 2-3 minutes par terre pour qu'elle lâche le focus dessus, et ça marche très très bien. Et du coup, elle s'améliore. Mais quel est l'intérêt en fait de faire ça? Bah, le but, c'est vraiment de toujours un petit peu lui en demander un peu plus,
pour que quand on soit dans des situations un petit peu plus extraordinaires, tu vois, je sais pas moi, je suis dehors, il y a un paquet de chips ou je ne Un sais quel éléphant. reste, un éléphant, un éléphant bien faisandé ou un faisan, tu vois, plus concrètement, des faisans, des biches, des animaux qui sont vivants et qui pourraient être vraiment très 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 intéressants à chasser ou à pourchasser dans le jeu, hein, ou Mhm. dans la chasse pour les chiens de chasse. De lui demander de se contrôler, de rester là, parce que sinon tu perds ton chien en forêt, tu mets 20 minutes à le récupérer Et ça peut être et dangereux pour lui. ça peut être très dangereux pour lui, mais surtout toi tu paniques pendant 20 Ah, minutes c'est et ça. du coup émotionnellement c'est un peu plus compliqué. Et non, c'est sûr. Donc travailler un petit peu le chien au quotidien comme ça permet de gérer beaucoup plus facilement des Mm. situations à problème, enfin qui pourraient poser problème un peu plus tard. Oui, je suis persuadé que ça, c'est le défaut aussi, c'est de ne pas augmenter la difficulté en fait, au quotidien des exercices, de rester toujours sur le même niveau, parce que nous, en tant qu'éduc, on vous donne ce type d'exercice en fait, à créer et à mettre en place. Et forcément, j'ai du mal parce que du coup, Du coup on est je vois qu'on a observé pris en photo, du coup, ça m'a et du perturbé. coup c'est pas grave, on le laisse. Du Hein. coup, ouais, voilà, j'ai eu le public, là, ça va. On le laissera, on va pas couper. Euh, mais du coup, en fait, effectivement, le fait. Je sais plus ce que j'ai dit là. Le fait d'augmenter la Ouais, le fait difficulté. d'augmenter la difficulté, c'est super important. Et nous, on le dit pas assez au quotidien. On vous donne des exercices à mettre en place. Et pour nous, ça nous paraît logique, toutes les variables qu'on peut changer pour augmenter la difficulté. Mais je me rends compte que la plupart des clients vont rester au même niveau de difficulté par confort ou par non-compréhension de qu'est-ce que je peux faire au-dessus, quoi, d'accord? Aucun être vivant ne vit dans un système où c'est toujours les mêmes variables, la même chose, au même endroit, dans la même situation. Il faut augmenter la difficulté pour faire grandir son chien, pour le faire évoluer, pour qu'il utilise son cerveau, qu'il contrôle ses émotions, qu'il contrôle ses énergies. Et par exemple, pour augmenter la difficulté, c'est comme tu as dit là, ça peut être sur la bouffe, sur le lait, ça pourrait être en fait pour donner la gamelle, c'est-à-dire que je donne la gamelle et au lieu de simplement lui dire assis pas bouger, ben, je lui dis plus rien. Au lieu en fait de juste attendre un regard, ben, je vais aller m'asseoir dans le fauteuil et je vais attendre 2 minutes. Je vais aller faire la vaisselle, je vais reprendre la gamelle entre deux et je vais la reposer plus tard. Et le but, c'est pas de frustrer son chien. Le but, en fait, c'est de le mettre dans une situation où il doit réfléchir, où le contrôle de ses émotions est essentiel pour qu'il puisse avoir accès à cette ressource-là. Et ça va le faire grandir au quotidien, quoi. D'accord? Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Là, je fais faire des pompes à mes chiens. Je les fais aboyer sur une petite gestuelle. Le but, c'est pas de faire un chien de cirque. Le but, c'est d'apprendre à apprendre, d'évoluer, de partager, de communiquer. Et ce rôle de professeur n'est pas assez pris par l'humain. Et je pense que vraiment, il faut vraiment que ça devienne beaucoup plus normal pour l'humain d'être professeur de son chien et de mettre en place tous les jours un petit rituel de travail. Et ça ne veut pas dire qu'il faut travailler que à ce moment-là, mais ça peut être essentiel. Après, du coup, troisième, t'en as d'autres? Alors là, comme ça, ça me vient pas. Ah ouais? Mais je pense que toi, t'as des idées parce Ouais, que. moi j'en ai un autre. Enfin, moi, j'aurais mis aussi en petit défaut, c'est que les gens, des fois, ils ont un excès de motivation. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par là. C'est que tu as des jours où tu rentres de boulot, tu es en forme. Et là, du coup, les gens, ils vont mettre le paquet, ils vont s'entraîner pendant 1h30, ils vont mettre la dose sur le chien. Voire même, ils vont le sortir, vont vraiment faire une grosse balade. Et en fait, le reste de la semaine, tu rentres, voilà, il commence à faire noir en plus, c'est l'approche de l'hiver. T'as plus envie de sortir, t'es plus motivé. T'as On est juste dans le envie qu'on te Nord. foute la paix. On est dans le Nord. On est dans le Grand Nord. Et du coup, tu rentres, tu vois ton chien, tu t'en occupes 2 minutes, et encore, je dois être gentil. Et en fait, après, tu l'oublies, et ton chien, en fait, il t'a attendu toute la journée, et il se fait chier le soir en prime. Et même, du coup, en fait, tu t'apprends plus rien pendant cette phase-là à ton chien, et puis après, tu vas revenir, tu vas refaire 1h30. Et en fait, c'est de l'irrégularité au final dans l'apprentissage, alors qu'il y a un petit peu tous les jours, tu vois, d'apprendre de nouvelles choses, de renouveler ce que tu as déjà appris aussi, hein, bien sûr. Pour moi, pour la construction du chien et pour son bien-être, ça le fatigue, et du coup, il se sent beaucoup mieux, tu vois. Oui, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Après, du coup, en troisième, moi je dirais la familiarisation. Mm. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point nos chiens ne sont pas assez familiarisés. On les emmène 2-3 fois dans des moments distractifs. Après, on voudrait que tout de suite ils s'habituent en fait à ça. Alors que pour eux, il y a beaucoup plus de variables que pour nous. Et on ne se rend pas compte que par exemple, un chiot de 6 mois, c'est rien du tout. 6 mois de vie, c'est rien du tout. Nous, à 6 mois, la tronche qu'on a, on n'a rien à vu, on ne sait même pas parler, on n'apprend rien. En fait, donc 6 mois de vie, c'est rien. Donc forcément, qu'il y aura des petites variables qui vont rentrer en jeu. Forcément, ça va être dur pour le chien. Forcément, il ne va pas pouvoir se concentrer pendant des heures. Forcément, ça va être des fois en fait stressant pour lui.
Donc oui, la difficulté vraiment en fait pour le chiot, ouais, j'étais en train de dire quoi, ouais, la familiarisation. Donc ouais, il faut vraiment se rendre compte en fait que pour bien familiariser, il faut passer beaucoup de temps en fait en extérieur. Pourquoi pas le faire en longe pour proposer beaucoup plus de liberté au chien, qu'il puisse nifler, qu'il puisse découvrir. Les propriétaires aussi ne s'arrêtent pas assez dans les situations. C'est-à-dire que si mon chien a peur d'une situation, je reste un petit peu dans la situation. Alors peut-être que je prends un petit peu de distance pour diminuer la difficulté, mais je l'adapte à cette situation-là et je le désensibilise à cette situation-là, mais je continue pas d'avancer alors que j'ai vu que mon chien avait peur de telle ou telle chose, quoi, d'accord. Et vraiment, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé un vrai parcours en école du chiot pour essayer de désensibiliser un maximum les chiots et qu'on essaye de vraiment prévenir ça sur les propriétaires et de leur dire vraiment, dès que vous avez adopté, de commencer à sortir. Alors bien sûr, intelligemment et raisonnablement, pas aller en plein marché directement, mais déjà devant la maison, sur les trottoirs, sans mettre de contact avec les gens ou avec les chiens au début, si on veut vraiment faire un truc apaisant, puis d'augmenter encore une fois la difficulté au fur et à mesure. Mais je pense que le vrai défaut, c'est il faut absolument que les propriétaires soient capables de se dire à quel niveau est mon chien, à quel diplôme il a actuellement, quoi, tu vois. Est-ce qu'il est au collège, est-ce qu'il est au lycée, est-ce qu'il est en doctorat, et en fonction de ça, se dire, bah ok, je peux le mettre dans tel et tel niveau de difficulté parce qu'il a ce niveau-là. Et je pense que la plupart n'arrivent pas vraiment à juger dans quel niveau il est. Et des fois, du coup, ils demandent des choses beaucoup trop complexes par rapport à ce que leur chien est capable de faire, à cause de cette idée-là et à cause aussi du manque de familiarisation à côté. Donc pour moi, ça c'est essentiel. Mm. T'avais un truc à rajouter ou... Ah non, mais ce que tu dis est vrai. J'ai un exemple en tête avec des clients que j'ai, où en fait ils sont allés dans un stade. Donc madame fait un peu de sport. Et ils sont allés donc avec leur chien dans le stade. Donc monsieur tient le chien, il se met tu sais, au bord des grilles. Et donc madame court, et d'autres athlètes courent aussi. Et en fait le chien, donc le monte en proprio pression. me dit qu'il était intenable et tout ça. Et du coup je lui dis bah c'est quand même un bel exercice là ce que tu as C'est ça. demandé. Du coup je lui dis bah attends on va regarder un petit peu s'il tient le choc. Et je demande juste à madame de courir tu sais, un petit peu devant nous, et nous on met le chien assis à côté. Et en fait juste déjà de voir madame courir, le chien il avait envie de courir avec elle. Et du coup, il tenait plus en place, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah, attention, hein, attention, tu l'emmènes au stade. Il y a plein de gens qui courent, il y a du bruit, enfin, il y a de l'agitation, quoi. Donc, il y a de l'énergie qui est envoyée. Et ton chien, en fait, déjà, juste avec l'énergie de madame, tu vois, il y répond de ouf. Et je dis, bah, du coup, va falloir l'entraîner, lui montrer qu'il doit rester stable et au pire, bah, de s'éloigner, diminuer la difficulté. Et du coup, bah, de bien gérer le niveau du chien. Et puis, bah, effectivement, si tu montes trop, en fait, tu vas être obligé de tout le temps être dans le négatif, de dire non en permanence. Du coup, bah, toi, tu t'énerves. C'est normal, hein. Quand tu as dit 15 fois non à ton chien C'est ou ça. à ton gamin, hein, je pense à nos enfants aussi, Mm. c'est pareil. C'est un peu énervant. Et du coup, pour le chien, bah, qu'est-ce qu'il en a retenu? Bah, aller au stade, c'est un peu nul, quoi. Parce que du coup, il s'est fait Mm, sanctionner, mm, mm. et émotionnellement, il a fait que péter les plombs, quoi. Et c'est même pas productif en fait. La prochaine fois qu'il va revenir, il va recommencer le même comportement, dans la même situation. Et ça, je me demande si ce propriétaire est conscient de comment mettre en place des variables de plus en plus complexes. Est-ce qu'il est capable de se dire, ça c'est une variable un tout petit peu plus complexe, ça c'est une variable beaucoup plus complexe, ça c'est une variable qui est plus facile. Et les variables, ça peut être, comme tu as dit là, simplement faire juste courir la dame en fait devant et de ne pas le faire avec plein de monde à côté, de ne pas le faire avec de la distance, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloigne pas, ce qui rajoute encore de la difficulté pour le chien, avec des cris, avec du mouvement en extérieur. Enfin, il y a plein de petites variables qui se rajoutent. Et je pense qu'il faut vraiment, en tant que propriétaire, essayer de se mettre à la place du chien et de se dire, ok, lui, il voit toutes ces petites variables-là, donc forcément, il est dans une situation qui est dure et qui est complexe pour lui. Moi, j'ai un autre exemple à dire, c'est que la personne, elle m'appelle parce que son chien n'arrive pas à laisser les autres chiens. Mais son chien, il veut y aller positivement. Donc, c'est pas si grave en fait à la base, quoi, d'accord. Donc, elle a attendu un petit peu. Mais là, le chien l'a fait tomber. Mhm. D'accord, en longe, le chien est parti. Avec 5 mètres de longe, bah, la dame, elle est tombée. Et bien, on a pris un tout petit bonbon de rien du tout. Je l'ai posé par terre. Et je lui ai dit, bah, passe à côté et fais un laisse. Tu veux que ton chien, il laisse les autres chiens. Bah, là, tu vas savoir faire un laisse, là. Incapable de faire un laisse sur un petit bonbon. Donc, là, encore une fois, c'est un exemple de se dire, mais si ton chien n'est pas capable de laisser une petite friandise qu'il a tous les jours, plusieurs fois par jour,
comment veux-tu qu'il laisse un chien en mouvement, en extérieur? Le niveau de difficulté, il est tout autre, d'accord? Donc, c'est vraiment être conscient, un petit peu plus conscient de ça pour pouvoir mettre en place les choses beaucoup plus facilement et en même temps gérer l'environnement, donc familiariser pour vraiment que le chien soit plus non plus, que ce soit plus une difficulté pour le chien que d'aller dans un environnement. C'est un autre exemple en tête. Ah ouais, non, je pense à moi, tu me mets devant une baraque à frites, je suis pas sûr que je rentre pas dedans pour Ouais, aller c'est bouffer ça, tout. exactement. Donc oui, bien sûr, même pour nous, apprendre à gérer en fait nos envies, hein, c'est parce que Mmh. on parle de ça. C'est loin d'être facile. Tu veux, je sais pas moi, tu as Un la enfant dans un nouvelle magasin de console. jouets. Voilà, c'est Ouais, ça, tu as la nouvelle console qui sort, bah tu la veux. C'est bien pareil, y sûr. résister c'est compliqué et du coup, bah faut penser que notre chien, il est un peu dans ce même mood là et que bah il peut pas apprendre à laisser la PlayStation 5 de côté si on lui a pas appris à au moins à accepter de pas prendre à vider le pot de bonbons dans la maison quoi. C'est ça, C'est le même principe. exactement. C'est exactement la même chose. Et puis on commence déjà très tôt, quand on demande à l'enfant, par exemple, de ne pas aller chercher tous les jouets qui sont dans un magasin. Et heureusement que c'est la loi. Parce que les gens, du coup, sont obligés de se battre un minimum. Encore qu'il y en a qui achètent des jouets. Mm. Mais on ne peut pas tout acheter, quoi. Donc on est obligé, en fait, de frustrer un peu l'enfant et de lui dire, bah non, tu dois te gérer. C'est comme ça, c'est la vie, quoi, d'accord? Mais sur mon chien, c'est exactement la même chose. Et par contre, il faut, encore une fois, augmenter la difficulté au fur et à mesure et être raisonnable sur ce qu'on demande et surtout bien familiariser pour pas que l'environnement soit impactant. Ça va déjà diminuer fortement la difficulté et on va déjà avoir un chien qui va être beaucoup plus apte à comprendre, à réfléchir en société parce que l'environnement va être moins important. Donc familiariser, pour moi, c'est vraiment essentiel et il faut passer par là. Mm. Après, tu en as une autre? On a fait quoi? On est à 4 là? Enfin, on a fait la quatrième avec la Non, on a fait la familiarisation. troisième. Troisième la Ouais. familiarisation. Quatrième. Ah, on a parlé de la discipline, ouais. Quatrième. Je sais pas ce que t'aurais mis en quatrième, tiens. En plus, je l'embête, il est en train de boire le pauvre et je dis que je sais pas. Moi, j'aurais mis le cocooning et le chien Tanguy, Ah oui, oui, effectivement. tu vois. Mais ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Mais c'est le chien Bah, qu'il y a tout le temps en fait. qui a tout le temps sur sa demande à lui. Et parce que l'humain ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'il lui donne au quotidien. Pour lui, l'humain, bah, il dit bah, mon chien veut balader, bah, on va balader. Mon chien, il veut enlever la laisse courte, il veut passer en longe. Bah, je vais mettre en longe. Mon chien, il veut qu'on joue, bah, je vais jouer. Mon chien, il veut des caresses. Bah, je vais lui donner des caresses, quoi, d'accord? Et du coup, il lui donne tout le temps accès aux ressources que le chien a envie. Et au-delà de l'éducatif, aussi émotionnellement, ça crée beaucoup de dérives. Parce que ça crée beaucoup de manque d'autocontrôle. Le chien, il a envie de quelque chose, il a. J'ai envie d'acheter une télé, je vais acheter une télé. J'ai envie d'avoir une nouvelle voiture, je vais acheter une nouvelle voiture. J'ai envie d'aller à Disneyland, je vais à Disneyland. Mais après, le jour où on me dit non, Oui. voilà. Et c'est là où ça pose beaucoup de difficultés. Et on en revient un peu à tout ce qu'on a dit. C'est l'ensemble de tout ce qu'on a dit qui va faire que le chien va être équilibré dans tous les cas. Mais l'exemple que je peux avoir, c'est que je vais chez quelqu'un, donc la personne a 2 chiens. Les chiens sont tout le temps en fait en libre, etc. Et elle me dit le problème c'est que j'ai pas d'obéissance en extérieur. Et le chien n'a pas arrêté de lui demander des choses tout le temps pendant l'heure où j'étais. Viens, on sort, viens en fait jouer avec moi. Et elle, totalement inconsciemment, elle répondait, mais totalement inconsciemment. Elle me parlait normalement et pour elle c'était pas une faute quoi. Donc c'est le chien gérait autour d'elle et elle n'était pas consciente de ça. Donc vraiment nous on a passé la séance, j'ai passé la séance à lui dire bah regarde, là il vient te demander 20 balles et tu viens de lui redonner 20 balles. Et après tu veux qu'il t'obéisse en extérieur alors que lui il a ses envies qui sont encore plus fortes d'aller voir les autres chiens, d'aller nifler des odeurs, d'aller courir après les faisans, etc., etc. Et du coup forcément ça ne crée pas d'obéissance. Après, tout le monde ne veut pas d'obéissance avec son chien et on n'est pas obligé d'avoir une obéissance absolue. Oui. Mais il faut un minimum quand même pour que ce soit agréable en société et surtout pour pas créer de dérives et d'accidents. Enfin, pour moi, c'est juste aussi après une question de se respecter les uns les autres, tu vois. Exactement. C'est pas alors grand bien face aux personnes qui répondent, hein. Il faut bien sûr des fois c'est pas si grave en soi de répondre à son chien. Le truc c'est que si ça devient une habitude que le chien il fait tout le temps en fait. C'est un petit peu comme les gamins dans la cour de récré. Je suis désolé, hein, forcément j'ai des exemples de profs qui me viennent à chaque fois en tête, mais c'est le gamin où il va venir il va venir prendre le goûter de quelqu'un d'autre et puis en fait il va se permettre de le faire de plus en plus parce qu'en fait il respecte plus les autres gamins
Et là, le chien, c'est pareil, il faut un minimum de respect l'un l'autre. C'est-à-dire, bah oui, je vais te respecter, moi, humain, vers toi, chien, parce que bah, sinon, de toute façon, ça peut pas marcher. Et puis même, on pourra pas Mmh. passer de bons moments si je te respecte pas. Je pense, si je l'enferme pendant des semaines, c'est pas le respecter, tu vois. Mais par contre, à l'inverse, le chien, il faut aussi qu'il me respecte un petit peu pour qu'on ait un échange viable, parce que s'il est tout le temps en train de me demander des trucs, que j'ai pas le temps, que je dois aller bosser, que je dois faire je sais pas quoi dans ma vie d'humain, d'être humain, le truc c'est que ça peut pas marcher. Moi je vais juste être en fait un tiroir à fric, on va dire émotionnel, parce que je vais lui donner des ressources extraordinaires tout le temps, parce que je vais le sortir au moment où il en a envie et autre chose. Et en fait, je deviens un petit peu esclave de mon chien dans ce moment-là, en fait. Je pense que si tu as l'énergie à la maison, ça peut marcher. C'est-à-dire si tu as Mm. l'énergie et l'envie de le faire et de subir ton chien toute ta vie à la maison, en Why vrai, not? ça peut marcher. Mais en société, Ouais. c'est typiquement les chiens harceleurs. Donc, c'est pour ça que tu as parlé de l'exemple en fait, avec les gosses, parce que pour moi, c'est de l'harcèlement. Et c'est exactement la même chose avec ce type de chien. C'est-à-dire ça va être des chiens harceleurs en positif ou en négatif, peu Oui. importe. La plupart du temps, d'ailleurs, ils sont positifs parce que pour eux, bah, moi, j'ai envie de jouer. Bah, viens, on joue. Et ils vont harceler les individus en face, ils vont pas les respecter sans faire exprès. Et là, c'est là où tu as raison, parce qu'en société, nous, on est humains, on comprend comment elle marche la société. Donc, on doit mettre des règles en place pour avoir beaucoup plus de compréhension et pour que le chien soit apte à vivre en société. Et pour ça, il faut qu'il nous respecte un minimum. Sinon, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et je pense que ça, on en rencontre quand même pas mal. Ouais. Et je pense que les réseaux sont un peu... Voilà, je pense qu'ils sont en lien un petit peu avec ça. C'est-à-dire que les messages sur les réseaux sociaux, alors pas tous les éducateurs, mais certains éducateurs lancent des messages très positifs. Et du coup, on ne se rend pas compte de toute la dérive que ça peut créer. Il faut savoir qu'on n'entend plus parler d'éducation positive chez les enfants, alors que pendant 2 ans, en fait, c'était un truc de Révolution. malade, voilà. Là maintenant, la plupart, ils reviennent en fait un peu pas en arrière, mais ils se restabilisent, ils deviennent normales, Ouais. ils redeviennent normales. Et bah pour moi, chez le chien, c'est pareil, c'est-à-dire que on avait les ultra positifs avec clicker, etc., qui sont sortis. Il fallait plus dire non au chien, etc. Mais ceux-là, on les voit plus, on n'entend plus parler. Tu Bah, vois, pas trop. ouais, en fait, moi, la variable, être positif, c'est bien. De toute façon, il faut Oui, être mais il positif. faut être positif. Mais il faut aussi savoir dire non aussi et stop à certaines choses. Encore une fois, en parallèle avec nos enfants, malheureusement. Mm. Enfin, bien heureusement, dans un sens. Oui, bien Parce sûr. qu'on est éducateur de nos enfants avant de nos chiens et de nos chiens. Mm, mm, mm. Oui, bien sûr qu'il faut savoir dire non. C'est dur, hein. C'est pas un exercice facile parce qu'il C'est un faut dire mauvais non rôle. de manière appropriée. Faut pas tomber dans l'excès du non où je te retourne une tarte parce que tu m'as fait chier. C'est ça, Là, c'est exactement. de l'excessif. Mm. Mais savoir dire non, stop, la situation, c'est pas le moment. On se calme. On le fait tous avec nos enfants et je pense qu'on le fait même inconsciemment. C'est-à-dire que notre enfant, il se roule par terre dans le magasin, on va mettre un stop pour arrêter la situation parce qu'on sait très bien que dans tous les cas, c'est pas positif ce qui est en train de se passer. Oui, mais avec un enfant, c'est plus compréhensible Voilà. qu'avec un chien. C'est plus simple à mettre en place parce qu'on a les mêmes, on a les mots en fait, et Puis on a les gestes. on a des lois de la société. Voilà. Si les lois de la société chez le chien, c'était ton chien ne doit pas courir sur les autres chiens. Oui, bah ce serait simple. Ah, Ce serait simple. ça Alors, changerait ce la serait vie. triste. Ce Ça, serait triste. ça changerait la, ouais, mais ça changerait la vie Ah oui. de plein de chiens. Oui. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de le mettre en contact. Non, bien Ça sûr. veut dire que ton chien n'a pas le droit de courir sur les autres chiens. Comme ton gosse n'a pas le droit de traverser une route. Il n'a pas le droit en fait de crier dans un restaurant. Il n'a pas le droit en fait d'aller voir les autres, d'aller embêter les autres en fait individus qui sont à côté d'eux. Qui n'a pas le droit normalement d'aller toucher un chat errant, d'aller chercher un chien sans autorisation. Et ben on pourrait faire exactement la même loi sur le chien. Et ça changerait beaucoup de choses, ça éviterait beaucoup d'accidents. Et surtout, ça, émotionnellement pour les chiens, ça serait très impactant positivement. Bah et puis moi je pense à des exercices simples, tu vois. Je pense au. C'est bon. J'ai eu peur que ça. On a eu peur que l'enregistrement soit coupé. Ouais, j'ai fait à côté. Je pense à des situations simples, hein. Juste tu te balades dans la rue avec ton chien, tu arrives à un passage piéton, tu vas lui dire stop parce que en fait c'est vital pour lui. Parce que s'il traverse, qui t'écoute pas à ce moment-là, qui te respecte pas ou qui fait pas attention, bah, c'est la fin de sa carrière, hein, Ah, pauvre, c'est ça. Et là pour le coup, tu as raison d'être triste parce que le chien, il aura peut-être pas le droit à un deuxième essai là-dessus. Et du coup, le fait de dire non, traverse pas, de lui apprendre justement à s'arrêter et du coup de l'arrêter. Ça veut pas dire être dans une sanction explosive, Oui. hein, mais juste de marquer le fait que attention, ça c'est ultra C'est dangereux dangereux, quand même. bien sûr. Et ben en fait,
c'est un bien pour lui parce qu'il va apprendre à s'arrêter au passage piéton, par exemple. C'est un exemple, hein. Mais du coup, pour sa sécurité à lui, bah, c'est un niveau de ouf parce que bah, il se tapera pas la voiture, le cycliste, la trottinette, enfin tous les objets plus ou moins motorisés à l'heure actuelle et qui, bah, lors d'un impact, ça peut faire des dégâts sur le chien, mais aussi sur l'humain qui est à côté parce que c'est des traumatismes aussi physiques et mentaux pour la personne qui est en face. Sachant que par rapport à un enfant, il aura jamais cette notion de dire, vu qu'on m'a appris à m'arrêter à un trottoir ou un passage pour piétons, je vais le faire sur tous les trottoirs Ouais, et sur tous les passages pour piétons. ça, c'est un système, c'est d'apprendre une habitude, C'est un un système, rituel, c'est un rituel dans cet endroit-là, à ce moment-là. Et ça, encore une fois, c'est pour ça que l'anthropomorphisme, il faut faire attention, Oui, parce qu'on parle beaucoup d'enfants et de chiens. Il y a quand même une sacrée différence entre l'enfant et le chien. Mais mon chien va apprendre par ritualisation à cet endroit-là, dans cette situation-là. Après, on peut généraliser si on fait un super boulot de cohérence dans le temps, quoi, d'accord. Et encore, ce sera pas sur un. Il va pas comprendre ce que c'est un il y trottoir. aura toujours Il des va juste. variables. Ah oui, il y aura toujours des variables. Il y a un trottoir sans hauteur, sans marche. Bah pour lui, c'est plus un trottoir. Un trottoir en pavé, il peut tout de suite être chamboulé. Des marches de maison qui tombent sur le trottoir, il peut s'arrêter devant les marches parce qu'il se dit bah là il y a une différence de hauteur, donc faut faire attention. Et c'est là où on devient incohérent parce que là on lui dit bah non, bah avance. Qu'est-ce que tu fais? Et lui il se dit bah mince, je devais pas m'arrêter quand il y avait une différence de hauteur. Et d'un seul coup on devient incohérent. Et juste après bah il y a une différence de hauteur, du coup il dit bah non, on m'a dit qu'il fallait y aller donc j'y vais. Et là on l'engueule parce qu'on se dit bah non, c'est le trottoir là. Et lui, tout de suite, on met beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés. Et il faut vraiment comprendre comment le chien voit les choses pour pouvoir après avoir un vrai résultat et puis surtout avoir une vraie stabilité parce que ça évite des conflits, ça évite en fait de la tension, ça évite plein de choses quand on comprend comment le chien voit les choses et à quel niveau il est. Tu vois. Et du coup, en parlant de tension, etc., je pense que la cinquième chose, c'est la non-gestion des émotions par le propriétaire. Alors là, c'est un gros sujet hein, parce que c'est Ouais. vrai que c'est extrêmement compliqué. Alors là, pour le coup, l'anthropomorphisme, il faut vraiment faire super gaffe pour moi. Moi, le premier, hein, quand j'ai eu mon chien, je faisais beaucoup d'anthropomorphisme. Et la première erreur que je faisais, c'est que ma chienne, elle pétait un plomb et je la prenais dans mes bras. Je la calais dans mes bras. Bon, déjà parce que pour moi, ça me donnait la force de la retenir. Mais voilà, imaginez un chien qui charge, qui fait 35 kilos. Ça fait peur à voir quoi. Mais pour moi c'est compliqué c'était compliqué à gérer. Bien sûr. Et du coup moi ce que je faisais c'est que je la prenais comme ça en mode câlin et je lui disais c'est tout d'accord, il se passe rien. Et en fait moi j'étais dans ma propre gestion de mes émotions en train d'essayer de me rassurer qu'il allait rien se passer, Exactement. sauf que, et ça je l'ai compris plus tard, c'est que j'étais en train de récompenser ma chienne de son comportement en Pas partie. récompensé, mais tu renforçais Je renforçais, l'idée. voilà, Tu renforçais l'idée. l'idée. Parce que moi j'étais en stress et que j'avais une action de stress Exactement. d'emprisonner ma chienne dans mes bras. Parce que ça, tu le faisais, cette action-là, tu la faisais que dans les cette situations situation-là. où elle stressait fortement. Ah ouais. Et du coup, tu renforçais à chaque fois en ayant cette situation-là parce qu'elle se dit, bah, à chaque fois qu'il fait ça, c'est qu'effectivement, je suis dans une situation où en fait, il y a un danger en face de moi. Oui. Et après, moi, j'ai d'autres exemples. Hein. Ça peut être la personne où son chien se fait agresser par un autre chien. La personne ne réagit pas. Du coup, on a le chien traumatisé, on a le propriétaire aussi traumatisé. Et après, pour les faire revenir dans des situations avec des chiens, c'est une galère. On a aussi la personne qui peut avoir peur de son chien, ce qui est une catastrophe absolue. Parce que là, on est dans un cercle vicieux de fou, quoi. D'accord. Si on a peur de son gosse, encore une fois, je fais un parallèle, mais si on a peur de son enfant, là, d'un seul coup, pour avancer, pour évoluer, c'est très compliqué. Donc, tout ça, c'est les émotions humaines. On doit toujours, malheureusement, et ça, c'est avec des enfants, c'est pareil, on doit toujours garder du calme, de la confiance, on doit toujours être le guide, on doit toujours en fait être ferme dans nos idées, mais assez calme pour pouvoir en fait avoir une bonne vision de guide. Et un guide, il crie pas dans tous les sens, il part pas dans tous les sens, il va pas une fois à droite, une fois à gauche, une fois il se couche. Là, d'un seul coup, en fait, le chien peut pas avoir une vraie confiance en la personne. Et pour revenir juste à ça, quand votre chien il se fait agresser devant vous et que vous n'intervenez pas, vous perdez un nombre de points incroyables pour votre confiance. Votre chien n'a plus confiance en vous. Et pour rattraper ça, c'est une galère. Donc, protéger votre chien, c'est déjà un bon point si vous arrivez à faire ça. Parce que sinon, c'est un enfer pour rattraper ça.
Ah ouais, ça c'est clair. Moi, Mm. je pense quand même à des choses plus simples, enfin, qui arrivent plus quotidiennement. C'est par exemple, ton chien, je sais pas, il a une mauvaise expérience dans un coin et tu vas fuir ce coin-là. Alors, par Mm. simplicité, hein, parfois, moi je sais il y a des zones où j'allais plus avec ma chienne, j'allais plus en ville. Tu vois. Au début, quand je l'ai eu, j'allais plus beaucoup en ville parce que j'avais trop peur de la balader en ville. Je me disais, bah ouais, mais en fait, si j'y vais, déjà tout le monde va me prendre pour un taré, avec un chien qui cherche tous les C'est autres ça. chiens. Du coup, j'avais peur des autres humains. Mm, mm. Et puis, du coup, j'allais que dans des milieux où il y avait personne, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai fui énormément de situations. Et du jour où j'ai arrêté de fuir, en fait, ça a commencé à mieux se passer. Alors, je dis pas, hein, il y a des fois, c'est dur. Hein. Il y a des fois, faut assumer d'avoir un chien qui est muselé, les Mm, gens qui mm. viennent te voir en disant qu'est-ce que vous faites là? Ou Et des toi fois, de dire, elle pète ou elle parce pète, qu'il ouais, y a bien des sûr. variables, mais toi, tu comprends les variables. Voilà, On c'est a ça. pris un virage, on a fait C'est un ça, il y a un face à face face-à-face, avec et un là, autre chien. bam, elle est partie. Bah oui. Bah oui, mais en même temps, elle a été surprise, Ah quoi. ouais, ouais. Comme nous, on peut être surpris de temps en temps. Mm, mm, C'est un accident, ça arrive. mm, mm. C'est pas grave. Mais faut pas, c'est qu'elle pète à chaque fois pour un oui, pour un non. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est sûr, Mais, c'est plus viable. voilà, de plus trop fuir les situations, ça veut pas dire d'aller trop dans l'excès. D'accord. C'est vraiment d'avoir une distance où mon chien voit les chiens, il se rend compte qu'il se passait plus rien en fait au Mm, mm. final. Enfin, qu'il se passait rien en fait, tout court. Et en fait, de réduire cette distance au fur et à mesure du temps. Alors, très progressivement, parce que moi, c'était un chien adulte déjà, elle avait déjà beaucoup enfin, un petit âge quoi. Mm, mm. Et du coup, voilà, de gérer tout ça pour que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que ça demande un effort émotionnel pour moi, humain, parce que du coup, j'ai dû me remettre dans des situations où j'étais pas forcément à l'aise, normal, forcément, et de prendre sur moi, de me dire, c'est tout va bien se passer, on avance. Et bah oui, en fait, au final, de me rendre compte, moi aussi, en tant qu'être humain, il s'est rien passé, en fait. Et bizarrement, en ville, alors pour la réactivité qu'on génère en tout cas, tu croises moins de chiens réactifs qu'en pleine campagne. Ouais. Donc bizarrement, c'est plus facile pour ton chien de s'adapter si tu as 10 chiens qui sont à peu près stables autour de toi que si tu croises un chien tous les 20 minutes qui en plus gueule, fonce et s'en laisse, etc. Et là, c'est beaucoup plus complexe pour ton chien. Mais les gens pensent l'inverse. Du coup, tu as tous les réactifs qui se retrouvent ensemble en pleine campagne ou à la plage, enfin, OM de marque pour nous. Et du coup, en fait, et du coup, après, c'est sûr que c'est plus compliqué pour rééduquer. Donc, effectivement, sortir de ce petit cercle vicieux, être conscient de nos émotions. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'émotions. Je dis juste qu'il faut être conscient de ses émotions. Il faut être aussi conscient que des fois, peut-être, on a tort d'avoir ces émotions-là dans cette situation-là. C'est simple à dire et c'est pas parce qu'on se le dit que ça va changer, mais au moins, ça nous force à revivre les situations. Et en revivant les situations, après, ça va changer dans le temps, avec beaucoup de temps, beaucoup d'expériences positives ou neutres. Là, ça va changer. Et c'est comme pour nos chiens, c'est exactement la même chose. La gestion des émotions, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Si vous me demandez de l'obéissance, on peut le faire en 1 heure. Si on me demande, en fait, mon chien a peur, mon chien est réactif, mon chien est trop excessif, mais je sais que ça va pas passer en 1 heure. C'est que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que c'est de l'émotionnel, c'est de la gestion des émotions et ça prend du temps. D'accord. Donc voilà, on a fait les 5, je pense. Hein. Ouais. Je voulais juste rajouter, c'est que faut pas avoir peur. Je sais que c'est dans beaucoup de cas, hein, que ce soit dans les traumatismes humains, mais aussi dans les traumatismes chez les chiens. Faut pas avoir peur de se rendre compte qu'on peut pas le faire tout seul. Je pense que pour là-dessus, moi j'ai été très lucide, très vite, c'est de me dire j'y arriverai pas tout seul. Il me faut de l'aide parce que moi tout seul dans mon coin, en fait, je n'arriverai jamais à la rééduquer suffisamment bien, comme ça en fait, par mes moyens, par mes méthodes, et de dire voilà, il me faut l'aide d'un professionnel, d'un bon professionnel, ça c'est un autre sujet. Il y en a plein, mais Gaëtan Oui, il y en en a fait plein. partie, en tout cas à mes yeux. Et de dire voilà, il me faut quelqu'un qui ait confiance dans la situation, qui n'ait pas les mêmes Qui comprend. traumatismes que moi, qui comprend mieux les émotions de mon chien que moi. Ça arrive. Il faut aussi se dire qu'on est compétent dans pas mal de domaines, mais on n'est pas compétent dans tous les domaines, et qu'il faut se faire aider. Et d'accepter aussi que la personne du coup qui va nous aider, elle nous dise ça tu le fais mal, tu vois. Parce que oui, on fait des choses mal, il faut accepter qu'on est humain et qu'on n'est pas parfait, quoi. Après, il faut voir quand même le chemin que tu as fait pour arriver jusqu'à des changements. Quoi. Oui. Tu vois, moi, je trouve ça ouf d'avoir pas fait des formations en ligne, 2 éducs différents. Et à la fin, moi, c'est pas pour mettre en valeur moi que je dis ça. C'est parce que je me dis que tu as été quand même super motivé à passer à chaque fois les caps et à continuer de vouloir te former et d'être accompagné, alors qu'à la base,
tout ce que tu as vu, ça marchait pas forcément, quoi, tu vois. Mm, mm. Et du coup, toi, tu as continué à te dire non, mais il faut que ça change, il faut aller jusqu'au bout. Donc, déjà, tu montrais ta motivation à changer les choses. Moi, ce que j'ai peur, c'est que déjà, pour passer du premier échec au deuxième, tu as déjà perdu en fait plein de monde. Mm. Et après, au plus tu fais d'échecs, au plus tu perds de monde. Donc, tu as beaucoup de gens, je pense, qui abandonnent et qui pensent que en vrai, mon chien restera toujours comme ça, on peut rien faire, etc. Alors que moi, je suis sûr que c'est totalement faux. Après, tu as des cas particuliers et on peut faire des choses. On peut gérer l'environnement, par exemple, sur des chiens qui ont des handicaps, qui ont des vrais troubles. Après, c'est de la gestion de l'environnement. Mais la plupart des chiens, voilà, on nous dit c'est un tueur, on arrive, juste il mordit un peu, quoi, d'accord. Donc, Oui. c'est plus du manque d'autocontrôle qu'autre chose. Donc, effectivement, bravo à toi d'avoir été aussi loin. Et puis d'ailleurs, tu as été beaucoup plus loin. mais, mais dans le principe, ça montre toute ta motivation à vouloir changer les choses pour ton chien. Et parce qu'à la base, tu le fais pour ton chien. Bah Parce ouais. que tu le fais pour ton chien pour qu'elle soit mieux. Et tu le fais aussi pour ta vie à toi, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Mais c'est aussi parce que tu veux que ton chien il soit capable d'évoluer en société beaucoup plus convenablement. Et toi, tu comprends qu'il ne faut pas avoir peur non plus à ce point-là des chiens. Que ça ne sert à rien d'agresser dans tous les sens. Et que, en vrai, oui, des fois, tu as raison, parce que des fois, il y a des chiens qui sont un peu couillons. Mais que tous les chiens sont pas comme ça, quoi. Oui, Et c'est ça. ça, c'est important de le comprendre. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Yes. On finit par une petite question. Qu'est-ce qu'on se prend? À quel âge a commencé ouais, non, ça c'est pas terrible. Petite question Ouais, qu'on non, se garde pour plus tard. ouais, c'est pour plus tard. Quelle est la meilleure méthode pour éduquer un chien? Ça, c'est bien. Quelle est la meilleure méthode pour Ouais. éduquer un chien? Waouh, attends. Là, tu mets le paquet. Hein. Première question. Première question. Quelle est la meilleure méthode? C'est déjà partir du principe qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres. Alors, on va déjà éliminer un truc. Non, je vais le prendre dans ce sens-là parce que c'est vraiment super complexe. Il n'y a pas de méthode universelle. Ça, c'est un premier truc que je me suis rendu compte. Il n'y a pas une méthode. Parce que déjà, s'il y en avait qu'une seule, il y aurait quelqu'un qui l'aurait trouvé. Et du coup, il serait milliardaire. Ce Ouais. mec, il éduquerait tous les chiens de la planète en one shot. Donc ça, déjà, on peut l'oublier. Il n'y a pas un mec qui a pondu une méthode qui va fonctionner sur tout. Je rajoute un tout. Tout. Les chiens. Il y a plein de méthodes. Il y a surtout celle où nous, on va se sentir le plus à l'aise. En tant qu'être humain, il y a des méthodes où on va se sentir plus à l'aise parce que ça nous correspond mieux. Et il y a notre interlocuteur aussi. Avec qui on va se sentir à l'aise pour avancer et tout ça parce que c'est Des aussi fois, je suis pas à l'aise avec la méthode que j'utilise à ce moment-là. non, mais moi en tant que propriétaire de chien, d'accord, pas forcément en tant qu'éducateur, il faut se sentir à l'aise avec la personne, il faut être en confiance parce que si je fais pas confiance à l'éduc, que je suis déjà la première séance, je me dis lui non, Bah oui, bien sûr. continuez Si pas c'est en une fait. brute, c'est Voilà, sûr. continuez pas dans tous les sens, que ce soit Mm. trop positif. On va reprendre le mot d'ultra positif. Si la personne qui est là en face de vous, elle vous dit bah mets des croquettes partout par terre pour que le chien se sente rassuré et qu'il se passe rien. Bon, Ouais. vous avez le droit de vous sentir pas très à l'aise avec la méthode et de dire non, je vais voir quelqu'un d'autre. Ou même d'accord. d'avoir un petit peu d'autocritique, tu vois, Voilà, de aussi. se dire, bon, ok, oui, mais moi j'aime bien débattre avec les propriétaires. Mm. Quand on me pose des questions, quand on me dit, oui, mais pourquoi ça, pourquoi ça, Voilà. ça m'intéresse parce que je peux. Pour moi, des fois, il y a des choses qui me paraissent logiques et pas forcément pour le propriétaire. Ça permet d'approfondir l'idée et de vraiment faire comprendre pourquoi on va mener en fait ce type d'éducation sur ce type de chien ou sur ce type de propriétaire. Mm. Mais du coup, donc c'est quoi les méthodes? Du coup, tu as ultra positif, après tu as positif. Oui, tu vas avoir. En fait, pour moi, tu vas avoir tout le prisme Mm. entre l'ultra positif, on va dire, et le coercitif, voire un petit peu le. Non, je vais pas dire le mot parce que je vais être méchant. Mais bon, bref, t'as tout le spectre entre tout ça. Et pour moi, le principal, ça va être d'avoir l'équilibre au maximum, d'être un petit peu au centre, mais en même temps, ça marche comme ça partout. D'être le plus au centre. Oui, bien C'est sûr, ça. il va falloir être positif dans plein de situations avec notre chien. Et oui, à un moment, il va falloir dire non à son chien. Pas forcément, on parle pas de, quand on va dire d'utiliser une action négative, on va pas parler de mettre son chien au plafond, de le suspendre et de le pendre, je sais pas Bien quoi. sûr. Moi, je serais incapable de faire ça avec mon chien, donc je serais incapable de le faire avec les autres. Mais voilà, il y a un moment où il y a des hauts-là aussi à mettre et de s'adapter aux chiens, parce que tous les chiens sont différents, et des fois, un chien, on va juste dire non sur un ton ferme. Ah, le chien, il va avoir compris direct. Il y Exactement. en a qui ont beaucoup plus de caractère, et là, il faudra l'expliquer autrement. Et je pense en fait qu'on n'a pas assez parlé d'équilibre
tout au long du podcast, alors que c'est vraiment notre base, c'est d'être le plus à l'équilibre possible, de jamais être dans des extrêmes. Et si jamais on doit utiliser des méthodes plus ou moins fortes, il y a quand même une raison. Il y a quand même, en fait, si un jour on sort un bout de poulet pour récompenser, c'est qu'il y a une raison. Mais on va l'utiliser d'une certaine manière, dans une certaine situation, et ça ne nous dérange pas du tout d'utiliser en fait du poulet ou quelque chose de beaucoup plus impactant pour récompenser un chien. Il faut s'adapter, il faut essayer d'être le plus équilibré possible et comprendre la situation globale et comprendre aussi les conséquences que ça peut avoir si on met pas telle ou telle chose en fait en place. Et là, ça va pouvoir en fait évoluer et changer les choses. Voilà, je pense que c'est très bien. C'est très bien. Pour le premier podcast, pour la reprise, on va s'arrêter là. On a encore plein de questions à faire, mais on les fera une prochaine fois. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, à commenter aussi les choses qui vous ont plu ou déplu, pour qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse vous proposer quelque chose qui vous correspond. Et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Salut, salut!